sommes en compagnie de Madame Sissoko Mariam, épouse d'Osso, secrétaire comptable, mère d'un enfant atteint d'hydrocéphalie, qui a grandi aujourd'hui, heureusement, et qui se porte beaucoup mieux. Dosso Adam, c'est son nom, il a 27 ans. Attention, il a obtenu un BT en comptabilité, il est admis même à un concours de la fonction publique et il a été affecté au ministère de l'Enseignement supérieur. Quelle bonne nouvelle. Et il nous rejoint sur ce plateau. Dosso Adams, venez juste ici, à côté de moi. Voilà, Adams. Je demande un accueil beaucoup plus chaleureux à Dosso Adams. Adams, qui est tout en larmes, je comprends la fragilité dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souvenirs qui vous remontent. Et tout ça, ça fait très très mal. Mais vous êtes un garçon très courageux. Un garçon très courageux, je vous tiens la main, voilà. Voilà, un garçon courageux qui a souhaité partager quelques mots avec nous ce midi. Voilà, c'est normal. Essuyez vos larmes. Ça va. C'est humain de pleurer parce que, voilà. Ça va. Nous avons chacun une âme, nous avons des sentiments qui doivent bien sûr s'exprimer pour qu'on puisse se libérer. Alors, Adams, allez. On est très fiers de toi parce que malgré l'hydrocéphalie, tu as combattu, tu as vaincu. Tu es allé à l'école, tu as triomphé sur le regard de tes camarades. Et tout a commencé à l'école primaire, il y avait des moqueries de tes copains. Je sais que tu t'en souviens, il y a des souvenirs qui remontent. Qu'est-ce que tes copains disaient à l'époque, à l'école primaire, en classe, lorsqu'ils te voyaient avec une tête un peu... Tu as beaucoup d'humour, je l'ai senti avant, avant l'émission. Ne perds pas ton humour, mon cher Adams, voilà. C'est un garçon qui est très drôle, très drôle. Et il me raconte... Enfin, j'ai pas le droit de le dire, tu vas le dire toi-même. Voilà. Alors dis-nous comment ça se passait, Adams. Tout ça, c'est le passé, hein, c'est derrière nous. Oui. Donc maintenant, ça va servir à toutes ces familles qui nous regardent, à tes petits frères, qui sont peut-être dans la même situation, qui ont besoin d'un grand frère, qui a vécu ce qu'ils traversent et qui a des mots justes pour eux, pour les aider à se maintenir à flot dans la vie. Adams, tu es leur héros, nous t'écoutons. C'est leur grand frère. Le micro. Donc, au primaire, en fait, c'était quoi le problème? C'est que on disait que j'avais une grosse tête et bon, moi je leur disais que on me demande ce que j'avais fait. Je leur disais que j'avais une maladie, puisque je n'avais pas l'information sur la maladie en ce moment. Je leur disais que... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance sur cette maladie. En ce moment, ouais. C'était au primaire. Ouais. Donc moi, je leur disais que j'avais un tuyau dans la tête. Donc pour les plus bavards, les têtus de la classe, donc eux, ils faisaient allusion au tuyau du maître. Pour ceux qui ne voient pas le tuyau du maître, c'est-à-dire que le tuyau rouge là. Oui, le tuyau, la chicote pour les bavards. Le maître utilisait pour donc, punir les... faisant allusion à ça. Donc, si on a un tuyau comme ça dans la tête, c'est qu'on est soi-disant un robot. C'est comme ça donc c'est comme ça qu'on me voyait au fait. Donc souvent ils arrivaient à me parler comme ça, dans ta grosse tête. C'est rentré sorti par là, donc bon. Et comment tu réagissais? Tu fondais en larmes Non. Au fait, je ne réagissais pas. Je sens que tu ne réagissais pas. Maman en train de tourner la tête. Non, je ne réagissais. Non, pas. Elle pense parce que comme elle a dit tout à l'heure, j'étais beaucoup bagarreur, mais avec une seule personne. Lui, chaque lundi, on convoquait mes parents. Pourquoi? Parce que je les tabassais jusqu'à les blesser. Tu supportais pas ces moqueries en fait? Non, lui c'était un autre cas. Voilà, le fait de la veille, la moquerie, et puis bon, il se croyait aussi trop robuste. Bon. Donc tu voulais lui rappeler que je suis là. Que le boss c'est toi. Est-ce que c'était pour vous défendre que vous êtes allé apprendre le karaté? Non. Le karaté au fait, c'était d'abord par rapport à un ami. C'est son ami? Voilà, okay. Par rapport à un ami, bon, père à son âme, qui partait. À chaque fois, je partais avec eux au karaté. Et bon, ça m'a donné l'envie aussi de faire. Donc, comme les médecins disaient que je ne pouvais pas pratiquer de sport physique. Et tu as fait mentir le verdict des médecins. Voilà. Donc, enfin, vous avez fait... C'est pas faux, c'est tutoiement... Donc, avec papa, donc on est allé voir papa, et lui... il vous a encouragé. Alors, puisque vous êtes le concerné, dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous ressentez les symptômes de cette maladie?
C'est pas les douleurs, comme on l'a dit, dans le document, les douleurs sont très très fortes. Franchement, je ne sais pas à quoi je peux comparer cette douleur-là. Voilà, les douleurs sont très très fortes en telle année que quand on te demande de faire un choix sur le champ, tu préfères la mort. Oui. Quand on te demande de faire un choix, c'est la mort. C'est difficile. Je comprends. C'est bon de savoir. Et Adam, tu as fait de très bons choix. Celui de vaincre le mauvais message de la douleur, de persévérer, continuer tes cours, continuer d'aller à l'école. Et aujourd'hui, tu es en train d'être un modèle, peut-être que tu ne le réalises pas. Là, en ce moment, on dirait que parce qu'on est regardé par des millions de personnes à la télé, tu es en train d'être un modèle, une sorte de héros sur cette maladie rare et assez méconnue dans la sous-région. Franchement, on est très très fiers de toi. Ouais. Je voulais qu'on revienne sur un point important. Alors, on parle de tout ce que tu as vécu. Et tu le fais très bien. Est-ce que quand tu étudiais à l'école, en enchaînant les leçons par exemple, puisque tu dois étudier tes leçons, tu as eu tes diplômes, est-ce qu'à force d'étudier plusieurs leçons, tu finis par avoir mal à la tête? Est-ce que c'est difficile quand tu dois résoudre des équations, est-ce que ça te pose aussi des soucis de santé? Comment tu vis la maladie dans le système scolaire? J'ai pas de problème tant que j'ai pas mal à la tête. En fait, c'est quand les douleurs commencent que je me rappelle, moi personnellement, que je suis malade. Tu arrives à mémoriser facilement tes leçons? Là, je mémorise très facilement. Très facilement tes leçons, sans problème. Oui. À moins que j'ai pas envie. Très c'est bien. Oui, super. Ça existe. Le parent, il dit à l'enfant, va étudier pendant que son ami est en train de jouer, mais sois-en sûr que son esprit n'est pas là. Voilà. Le cahier est ouvert, mais il ne voit pas l'écriture. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'était là mon cas. Comment tu te sentais à la veille de chaque opération? Tu es passé par 3 opérations, c'est ça? Oui, 4 opérations. Comment tu te sentais à la veille de chaque opération? Bon, d'accord. En 2006, ma deuxième opération, j'étais un peu stressé. Parce que là, c'était la première vraie opération. Donc là, j'étais un peu stressé. À l'époque. Oui. Et bon, les 2 opérations sont passées dans le même mois. D'accord. Voilà. Donc les 2 opérations, j'étais stressé. Et en 2017, lors de la 4e opération, là, j'étais relax, j'étais bavard même dans le bloc. Tu étais bavardé avec les infirmières? Oui, les infirmières. Donc, ils étaient pressés même de m'endormir. Parce que tu parlais de parce que je posais assez de questions. J'ai l'impression que j'étais un copain. Je posais beaucoup de questions sur l'opération qu'ils allaient faire parce que on ne remplaçait pas la valve. On faisait une autre opération qu'on appelait l'opération sans valve. Voilà, donc je posais les questions sur les différents branchements. J'avais même voulu qu'on filme l'opération. Super. C'est les parents qui n'ont pas trop passé. Ils n'arrivent pas à supporter au fait. Donc moi, j'ai dit, mais moi, je peux supporter parce que ça me concerne, moi. Alors, Adam, pendant que vous êtes là, je souhaiterais que vous adressiez un message à toutes. Parce que vous faites un travail formidable. Là, en ce moment, je suis en train de fermer les oreilles à tout ce que la régie me dit. Ouais, le temps. Parce que c'est un moment spécial qu'on passe avec vous en ce moment. Depuis 2015, vous faites un travail magnifique. Vous allez sur le terrain, dans des hôpitaux. Vous adressez à des mères qui ont des enfants atteints d'hydrocéphalie. Vous les encouragez, oui. Vous les encouragez, vous trouvez les mots justes pour elles, pour leurs enfants. C'est un exemple qu'on doit franchement, et je pense ici, applaudir avec une telle intensité. Alors, quel message avez-vous à adresser directement à ces personnes concernées qui nous regardent sûrement aujourd'hui en direct à la télévision? Comme j'aime si bien, je dis aux enfants, aux parents que j'étais comme leur enfant et eux, ils deviendront comme moi. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils désespèrent. En fait, c'est vrai que l'opération est très coûteuse, mais il ne faut pas qu'ils désespèrent. Leurs enfants deviendront comme moi. Voilà. C'est ce que je peux dire aux parents. Et quand vous dites comme vous, aujourd'hui, c'est un BTS en comptabilité, c'est un concours que vous avez aussi réussi, un concours de la fonction publique. Vous avez été affecté aussi au ministère de l'Enseignement supérieur. Mais comment ne pas être fier? Je vois les yeux de maman qui sont toutes en train de briller. Voilà. Alors, chère maman, avant de recevoir dans un petit moment Paulus, est-ce qu'avec les médecins, vous savez, j'imagine que vous avez dû poser des questions aux médecins. Est-ce que cette maladie, on peut en guérir? Oui. Oui. J'espère. Oui. Vous espérez? Oui. Parce que après ça,
si ça réussit, c'est qu'on peut en guérir. Tout à fait. On peut en guérir.